Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Lacan, nous et le réel, troisième séance donc. Alors, cette séance-là, j'avais prévu de faire une suite par rapport à la séance 2, mais il y a un petit événement qui s'est interposé hier, et finalement il m'a semblé qu'il était assez signifiant pour intercaler cet événement, étant donné que le réel de la différence sexuelle, comme le réel, disons, le plus prégnant de notre époque, puisque aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dans la négation de la différence sexuelle. La différence sexuelle est plutôt considérée comme une hiérarchie sexuelle. Et la différence sexuelle, c'est, comme on l'a vu la dernière fois, lié à un impossible. Et cette notion de réel comme impossible, bien qu'on en entende souvent parler, il n'empêche que c'est tout de même l'apport décisif de Lacan, et c'est ce qui apparaît comme étant le plus, peut-être, incompris. J'hésite à employer le terme de refoulé, mais je me demande si c'est pas le terme de refoulé qui conviendrait le mieux. Parce que, donc quel est le petit événement? Le petit événement, c'est que vous savez que Slavoj Žižek tient un séminaire lui-même à Birkbeck, à l'université londonienne de Birkbeck, et lors de sa dernière intervention, il a carrément assassiné, sur le plan symbolique en tout cas, Jacques-Alain Miller. Justement sur sa profonde incompréhension du réel lacanien et sur les conséquences que ça avait. Alors il l'a fait en tout penseur rigoureux qu'il est, à partir des déclarations et des textes même de Miller. C'est pas la première fois qu'il fait ça, hein, qu'il remarque en fait une dérive par rapport à l'enseignement lacanien. Mais ce qu'il y a de drôle dans l'histoire, c'est souvent drôle bien sûr ce genre d'histoire, c'est que Miller lui-même, Jacques-Alain Miller, présente lors d'un tweet, pour se vanter un peu, parce qu'il est assez comme ça, hein, il est plutôt dans les médias, quoi. Et il présente Slavoj Žižek comme son élève. Et ça c'est très très drôle, parce que évidemment Slavoj Žižek est infiniment plus intelligent que Jacques-Alain Miller, et surtout il connaît beaucoup mieux l'enseignement de Lacan. Et là il pointe avec une très grande précision là où les mésinterprétations de Jacques-Alain Miller amènent à considérer aujourd'hui que la psychanalyse pourrait être une alliée, sur le plan en tout cas de l'idéologie politique, du libéralisme et de tout ce qui se passe actuellement. Alors il met évidemment Miller et Judith Butler sur le même plan. Parce qu'effectivement, la négation de ce que je dis, la différence sexuelle, hein, alors, parce que souvent c'est mal entendu, des fois on ne comprend pas ce que ça veut dire la différence sexuelle, mais alors je préfère dire le réel de la différence sexuelle. Le réel de la différence sexuelle, donc je le répète, c'est le fait que, en aucun cas, ce qui différencie l'incarnation homme de l'incarnation femme ne peut être réduit à une séquence symbolique. C'est-à-dire, le réel, ça veut dire que c'est impossible, mais ça veut dire que c'est impossible à dire et c'est impossible à imaginer, parce que c'est un écart. C'est ce réel-là, justement, alors, je vais y revenir là tout de suite, parce que ça c'est très intéressant, c'est que le réel
tel que j'en parle là, c'est vraiment le réel lacanien. C'est-à-dire le réel lacanien, ce n'est pas quelque chose d'extérieur au symbolique. C'est une limite interne au symbolique. Quand on ne peut pas penser la différence sexuelle, c'est pas parce que l'autre sexe est quelque chose d'inaccessible, c'est parce que à l'intérieur de nous, c'est encore trop proche, et c'est toujours trop proche, et ça sera toujours trop proche, parce que la limite, elle est interne, elle est liée à la chaîne des signifiants elle-même, qui tourne toute seule sur elle-même, et qui ne s'applique pas à des référents du monde extérieur. Donc ça a été, c'est souvent oublié et négligé bien sûr, ça a déjà été mis en place par Turing, l'inventeur de l'informatique moderne. Parce qu'au départ, dans les tests de Turing, il essayait de différencier un homme d'une femme par rapport aux réponses qui étaient apportées derrière un mur. Par exemple, derrière ce mur, vous avez un homme et une femme, et vous devez arriver à déceler qui est l'homme et qui est la femme en fonction des réponses énoncées. Évidemment, c'est absolument impossible, hein, parce que c'est justement ça, le fait que le réel, il n'est jamais réductible à une séquence de l'ordre symbolique, puisque le réel, il est interne à la chaîne signifiante. Donc c'est ça qui est un peu complexe à comprendre, puisque quand on est dans une représentation des rapports entre les mots et les choses, comme les mots visent les choses, un certain réel, qui est du côté de la chose. Mais ensuite, la révolution, premièrement, de Ferdinand de Saussure, son cours de linguistique générale, mais surtout la révolution qu'opère Lacan en faisant passer le signifiant au-dessus de la barre et en se concentrant sur le signifiant, c'est que les mots eux-mêmes, en fait, on ne confond pas le mot et le signifiant, mais un mot peut être un signifiant. Le signifiant, ça peut être un mot, une lettre ou une bibliothèque entière. Mais la série des signifiants qui se suscitent les uns les autres, en fait, font que le langage tient sur lui-même indépendamment des choses qu'ils vivent. Donc il y a toujours un écart entre les mots et les choses. Cet écart-là, justement, c'est ça le réel. Donc le réel n'est pas substantiel. Ça, c'est très important, puisque c'est sur ça que Slavoj Žižek attaque en premier lieu Miller. C'est-à-dire qu'ils font, là, maintenant, dans les écoles de psychanalyse, et ça, il ne faut pas s'en étonner, puisque, en fait, la psychanalyse, c'est une pratique singulière et une pratique de la parole. Or, maintenant, les écoles de psychanalyse sont devenues des collectifs où l'organisation du collectif a pris le pas sur la psychanalyse elle-même. Donc aujourd'hui, on assiste à des aberrations. Ces aberrations elles-mêmes semblent des aberrations de ceux qui dirigent les écoles, mais sont liées au fonctionnement lui-même du système. C'est-à-dire que chaque système se dédouble, c'est un phénomène d'entropie, et bien sûr que ce qui est second passe au premier rang. Donc aujourd'hui, dans les écoles de psychanalyse, il y a des écoles où ils instaurent la passe à l'entrée pour les psychanalystes, entre guillemets, qui vont être adoubés par l'école, ce qui est aberrant, puisque la passe, c'est vraiment, on en a déjà un peu parlé, donc avec le système du savoir absolu de Hegel, c'est le fait d'arriver au terme d'une analyse et se rendre compte de ce qu'il en est de l'absolu de sa position. C'est le pas tout, l'absolu, justement. C'est que je ne peux pas tout savoir. C'est un savoir qui est absolu. Ça veut dire qu'il correspond juste à mon lot de savoir qui est mon inconscient. Et à partir de là, évidemment, je me retire forcément de là où je n'ai rien à voir, puisque il faut que je me concentre sur mon inconscient. Alors je dis mon inconscient parce qu'évidemment, une des conséquences de cette mésinterprétation de Lacan, mais qui est liée aussi à
à une forme de, comment dire, de volonté de reconnaissance, de construction de sorte d'empire intellectuel qui ne peut pas aller avec la pratique de la psychanalyse, puisque la pratique de la psychanalyse, c'est vraiment la singularité même. Lacan disait, c'est la science du particulier. Alors bien sûr, c'est un universel, mais c'est un universel qui n'est pas pour tous, justement. Dès que vous avez le mot « pour tous », qui est peut-être maintenant le syntagme le plus représentatif de cette pseudo-universalité, vous êtes sûr que vous êtes hors du champ psychanalytique. Ça ne peut pas être pour tous, parce que c'est universel, comme c'est un universel singulier, c'est l'universel du sujet, c'est l'universel qui comporte le réel de chaque sujet. Donc, s'il y a un collectif, et bien sûr qu'il y a un collectif, c'est ça tout l'intérêt, c'est pour ça que je vous parle du réel, c'est parce que le réel de Lacan, c'est celui qui permet de pouvoir réarticuler le subjectif le plus intime, c'est-à-dire ce qui vous caractérise dans votre singularité absolue, et le collectif. Le collectif n'étant rien d'autre que le sujet de l'individuel, en fait. Le collectif, ce n'est rien d'autre que ça, que le sujet de l'individuel. Donc, la manière dont peut se former un nouveau collectif, c'est ça le projet psychanalytique. C'est à partir des singularités assumées de chacun. Donc ça ne peut pas être de telle manière que la loi qui vaut pour tous, il faut d'abord s'y plier et après on voit. Parce que ça, on ne fait que continuer dans la même voie, justement, qui est une impasse. Donc là, par exemple, je suis passé un peu par curiosité, parce que j'avais une amie à accompagner avec un autre ami, du côté de Nuit debout, à République. Et ce qui est curieux à Nuit debout, c'est qu'on dirait que c'est presque une transposition d'Internet dans la réalité. C'est-à-dire que ce sont des communautés, comme il y a des communautés, il y a des pages de communautés, et puis il y a des zones de passage entre les différentes communautés. Mais il ne peut pas y avoir là d'unité du mouvement, parce que c'est totalement fantasmatique. D'ailleurs, ce qui est le plus fantasmatique là-dedans, et exemplaire de la valeur que ça peut avoir sur le plan social, c'est qu'ils sont tellement pris dans le discours dominant que le jour de l'allocution de François Hollande à la télé, ils ont installé un écran devant lequel ils se sont mis pour écouter François Hollande. Vous imaginez le genre de révolutionnaire que c'est. Vous imaginez en 1789 ou même en 1968, si on allait écouter De Gaulle ou je sais pas quoi. Enfin, c'est quand même très évocateur de ce qu'il en est réellement. Hein, Donc, bon, ça montre quand même qu'il y a un symptôme, qu'il y a quelque chose qui ne passe plus dans le discours dominant, puisqu'il y a ces manifestations-là. Mais ces manifestations elles-mêmes ne peuvent pas aboutir à quoi que ce soit, puisque pour qu'il y ait une révolution, hein, on s'en souvient, ce que ça veut dire révolution, c'est revenir au point de départ, il s'agit de réaliser cette révolution d'abord sur le plan subjectif. Alors, de la même manière, en fait, on peut considérer aujourd'hui que ce qui se passe dans les institutions psychanalytiques, dans les écoles psychanalytiques, c'est devenu le discours, en tout cas, qui en émane, est devenu une adjonction au discours dominant, puisqu'il n'y a pas de subversion.
La subversion a complètement disparu. Aujourd'hui, si vous lisez les textes de Miller, par exemple, il fait des manifestes contre le père, Miller. Il padre basta, un truc comme ça. C'est absolument, enfin, c'est même pas d'arrière-garde, c'est totalement déplacé. C'est-à-dire que ça ne correspond pas du tout aux enjeux de la psychanalyse, où il y a au moins 3 sortes de pères, et ce n'est pas aussi simple. Cette simplification qui amène là aujourd'hui à une psychologisation de la psychanalyse, alors qu'il n'y a pas plus antagoniste à la psychanalyse que la psychologie. La psychologie va forcément, Lacan l'avait déjà très clairement établi, aller dans le sens du maître en place, du discours dominant en place, puisqu'il s'agit de trouver une adaptation, tandis que la subversion, elle, est totalement du côté psychanalytique. Donc, effectivement, je remercie Slavoj Žižek d'avoir fait cette mise au point à Birkbeck. Alors, vous pourrez l'écouter, je l'ai écouté en anglais, je ne suis pas très fort en anglais, mais il a un accent tellement prononcé que Žižek, on arrive à bien le comprendre. Et effectivement, alors c'est le paradoxe, c'est que lui, il dit « my old teacher », je crois, parce qu'en fait, il y a une espèce de truc un peu particulier entre eux qui fait que jusqu'à maintenant, il l'avait un peu préservé. Enfin, il l'avait attaqué une fois sur le réel de la jouissance, parce que là, il avait pointé qu'effectivement, Miller ne comprenait pas. Mais, et qu'il s'enferrait là-dedans. Bien sûr que s'il était dans le discours analytique, Miller, il ne pourrait pas s'encombrer de Bernard-Henri Lévy, par exemple. C'est absolument inconcevable. Et puis là, son école il ne ferait pas en sorte qu'aujourd'hui ce soit Miller qui soit cité et pas Lacan. C'est Miller qui est lu et pas Lacan. Et en plus, il lit de travers, parce que là, j'ai un exemple, j'ai un exemple qui est un des exemples les plus cités. Alors, je l'ai pris en photo, parce que c'est quand même, la plupart des gens, c'est quand même la société, elle est de l'ordre du psittacisme, c'est la répétition, tout le monde répète sans rien savoir. Et là, la citation la plus courante sur le réel, donc, c'est le réel, c'est quand on se cogne. Ça, c'est pas Lacan. Ça, c'est Miller. Mais tout le monde pense que c'est Lacan. Et lui, il fait croire que c'est Lacan. La citation exacte de Lacan, c'est « Il n'y a pas d'autre définition possible du réel que c'est l'impossible. Quand quelque chose se trouve caractérisé de l'impossible, c'est là seulement le réel. Quand on se cogne, virgule, le réel, virgule, c'est l'impossible à pénétrer. » Ça, ce sont les mots précis de Lacan. Ce que dit Miller, le réel, c'est quand on se cogne. Et là, on croit que c'est Lacan. Et de la même manière dans l'école. Donc on peut dire que tous ceux qui sont dans cette espèce d'adoration, parce qu'ils prônent une espèce d'adoration millérienne, c'est que les gens, quand vous les écoutez, qui sont à l'école de la cosmodienne, ils citent Miller, ils parlent de Miller, il faut qu'il y ait un petit compliment pour Miller, il faut qu'il y ait une citation sur Miller, etc. Donc il vient se mettre en écran à Lacan, ils ne lisent plus Lacan. Donc il y a une perdition de la subversion lacanienne. Bien sûr, c'est chez la cause freudienne, mais c'est aussi dans l'autre école, dans l'autre école, l'école des forums des champs lacaniens, c'est pareil, ils instaurent maintenant une passe à l'entrée. Colette Solaire, elle a les mêmes... Ils sont dans les mêmes impasses. D'ailleurs, Miller traite Solaire de plagiat, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les deux, ils pensent qu'il y a un inconscient réel derrière l'inconscient. Et ça, c'est une... Puisqu'il parle de deux inconscients et d'un inconscient réel, etc. Mais il n'y a pas de deux inconscients. Il y a
un seul inconscient, puisque l'inconscient, c'est à l'intérieur même de l'inconscient que se saisit la possibilité de son propre réel. Il n'y a pas quelque chose derrière, parce que dès qu'on est dans le quelque chose derrière, on est dans un discours, justement, qui quitte la rigueur de l'approche analytique pour laquelle c'est à partir seulement de la contingence que va naître la transcendance. C'est à partir des mots que dit l'analysant, ce n'est nulle part ailleurs, c'est déjà à l'intérieur là. Et c'est là où on peut faire un petit pont et penser que le réel tel que justement il n'en parle plus, il ne vient pas de l'extérieur. Parce que ça, on est encore, comme dit Zizek, dans une vision spinoziste des choses, où l'être serait dans une capacité de rayonner et de se fortifier en soi-même, et l'obstacle qu'il va rencontrer est un obstacle extérieur qui va le limiter et l'empêcher d'arriver à son parfait rayonnement. Alors que non, c'est-à-dire que l'obstacle est déjà intérieur, puisqu'il est dans l'inconscient. Donc, et l'inconscient, il ne faut pas le chercher non plus dans des zones du corps, dans la tête ou dans le corps lui-même, etc. L'inconscient, il est juste dans les mots dont le sujet va user d'une certaine manière. Et en employant ces mots-là, il va peut-être justement subjectiver ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Parce qu'une des erreurs de l'inconscient aussi, parce que l'inconscient, justement, on ne peut pas dire l'inconscient réel, puisque l'inconscient, c'est déjà le seul réel auquel on ait accès. On ne peut pas accéder autrement au réel que par l'inconscient. Donc c'est uniquement par la possibilité de, comme dit Lacan, ces mots-là sont comme du bois mort, en quelque sorte, mais qui se vivifie par l'action du sujet de prendre la parole, et prenant la parole, cette fois, il subjective son réel, et à partir de là, il touche à quelque chose de l'ordre de la vie. La vie, c'est le réel lui-même, mais pas une vie... c'est là où il faut rentrer dans le domaine des paradoxes. C'est pas une vie telle qu'on se l'imagine dans l'espèce d'idéologie New Age avec des forêts verdoyantes, des cascades, des poissons rouges, etc. Non, c'est la vie en tant qu'elle est le principe même de la vie immortelle. Donc quelque chose qui insiste par-delà la mort. Et ça, c'est le nom que donne à ce phénomène-là, quelque chose qui résiste par-delà la mort, c'est la pulsion de mort freudienne. La pulsion de mort telle que Freud en parle, il en parle, alors j'ai le petit texte là, il en parle déjà dans au-delà du principe de plaisir, bien sûr, puisque là on sort du principe de plaisir. Alors, il évoque le petit morceau de substance en suspens au sein d'un monde extérieur chargé des énergies les plus fortes. Il serait anéanti par l'action des stimuli de celui-ci s'il n'était pourvu d'un par-stimuli. Il l'acquiert du fait que sa surface la plus externe abandonne la structure appartenant au vivant, devient dans une certaine mesure inorganique et désormais, comme enveloppe ou membrane particulière, agit en tenant à l'écart les stimuli, c'est-à-dire fait que les énergies du monde extérieur peuvent maintenant se propager avec un fragment de leur intensité aux couches suivantes restées vivantes. C'est ce petit bout-là, donc ce bout de substance, qui représente pour Freud la pulsion de mort. C'est pour ça que la plupart du temps, la plupart des gens qui emploient le syntagme pulsion de mort ne savent absolument pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire parce que ça définit pratiquement l'inverse de ce à quoi ils croient, puisque c'est la vie éternelle qui ne veut jamais mourir. Donc ça, quand on aborde le réel de cette manière-là, évidemment,
dans l'inconscient de chacun, il y a une inversion à produire. C'est-à-dire que là, il y a une réponse que Lacan fait à Catherine Millot, où il explique qu'en fait, le réveil est directement lié à ce désir de mort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une tension en nous pour nous réveiller. Ce réveil-là, en fait, il est lié à la mort elle-même. Mais on ne pourrait pas assumer ce choc-là. Donc, d'une certaine manière, il est d'accord avec la plupart des mystiques et des grands penseurs théologiens, comme quoi, en fait, c'est pendant notre sommeil qu'on évolue le plus, c'est-à-dire en fonction de notre rapport à nos rêves, puisque c'est dans notre rêve qu'on approche au plus près de notre réel. Et l'erreur que fait Miller notamment, c'est de considérer que le semblant, en fait, puisque le signifiant c'est de l'ordre du semblant, dès qu'on parle on est dans le semblant, ce n'est que du semblant. Mais non. Dans ce semblant-là, déjà, l'apparence en tant qu'apparence, c'est déjà du réel. Le réel n'est pas extérieur à ça. Donc nous sommes dans un rapport permanent. C'est ça aussi en quoi peut-être même ce que j'ai appelé tout à l'heure refoulement, ou en tout cas refus de lire Lacan jusqu'au bout. Alors ce qui est très drôle, c'est que Zizek dit de Miller, il ferait mieux de lire Lacan. Mais il a raison. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait lu Lacan au début, ou les autres aussi, et après il s'émancipe, et évidemment il dérive pour venir coller au discours dominant, puisque ce discours dominant, c'est ceux qui leur assurent une place dans le monde, c'est-à-dire qu'ils sont directeurs, présidents, à la tribune, etc. Et donc toute la subversion de l'approche psychanalytique est évacuée de la sorte. Alors que ça ne tient que par là, la psychanalyse, c'est-à-dire sa puissance subversive radicale, absolue, et qui tient au fait que c'est un exercice de la parole. Or, comme vous le savez, dans ces institutions et ces congrès, il n'y a personne qui parle. Ils ne font que lire. Ils lisent des textes qu'ils ont écrits. Et c'est d'un ennui sidéral, quand vous entendez quelqu'un qui a 75 ans, qui a vraisemblablement eu 3 aventures sexuelles dans sa vie, faire un exposé sur la jouissance féminine, il y a de quoi tomber mort d'ennui par terre. Donc, la parole, justement, c'est ce qui est vivant en nous, parce que c'est là où on charrie ce réel de la mort. C'est-à-dire qu'on annonce à chaque fois, on parle de ce qu'on ne sait pas, et on annonce notre mort prochaine. On ne la diffère pas dans la parole. On se trompe en permanence. Je me trompe. Je prends le risque de parler. Dans ce contexte-là, bien sûr, on ne peut pas bâtir, vous imaginez bien, des écoles psychanalytiques qui font des congrès comme des congrès de marketing. C'est la même chose, c'est-à-dire avec des territoires, combien on a de sous-écoles en Amérique du Sud, en Chine ou au Texas. Ça n'a aucune valeur pour la psychanalyse, puisque c'est un discours, justement, qui dénie, c'est l'envers du discours du maître. Donc tout le côté subversif, justement, de la psychanalyse est maintenant, je dirais, réactivé par quelqu'un comme Slavoj Žižek, qui justement, aussi bien sur le plan philosophique, parce que même s'il est très ami avec Badiou, et d'un certain côté, ça peut se comprendre, mais il est quand même nettement supérieur à Badiou. Et ils jouent un petit duo, tous les deux, je pense, qui est très drôle pour moi, parce que j'ai lu les deux philosophes, et je vois ce qui est en jeu. C'est pas le maître et Marguerite, mais c'est le maître et l'hystérique. C'est-à-dire que Žižek, c'est l'hystérique, lui, il est dans le discours de l'hystérique. Et il est, en ce sens, au plus proche du discours de la philosophie authentique, et aussi du discours de l'analyste. Parce qu'il y a un passage du discours de l'hystérique au discours de l'analyste, mais il n'y a pas de passage du discours de l'universitaire au discours de l'analyste. Puisque là, le discours de l'universitaire vient barrer le discours de l'analyste. Il vient le remplacer, s'y substituer.
Donc aujourd'hui, dans la psychologisation de la psychanalyse, dès que vous avez une structure de discours universitaire, vous êtes sûr que vous êtes au plus loin de la psychanalyse. Et souvent, c'est en citant les psychanalystes, en citant Lacan. La plupart des lacaniens sont stupides, hein, il faut bien le reconnaître. J'en avais fréquenté assez, je suis allé assez de séminaires et de rencontres comme ça pour me rendre compte que, en fait, ils ne portent pas leurs paroles. Et ça, c'est la notion de signifiant maître. C'est-à-dire qu'ils emploient des mots et la notion de signifiant maître, c'est qu'il n'y a pas de signifié. Le signifié reste un mystère. Donc, une congrégation va se faire, on dit, ah oui, ça c'est la castration symbolique, le réel. Mais il n'y en a pas un qui est capable de vous définir très précisément ce qu'il en est du réel, ce qu'il en est de la castration symbolique, en se prenant lui-même comme exemple de ça, c'est-à-dire en y investissant sa parole, en mettant son énonciation, comme dit Lacan. On est dans des énoncés, il n'y a pas d'énonciation. Et là, je trouve que c'est une bonne nouvelle, donc, et c'est pour ça que j'ai consacré ce petit moment à cette intervention de Slavoj Žižek à Birkbeck, parce que lui, qui est en fait un universitaire, mais il n'est pas qu'universitaire, c'est-à-dire qu'il a tellement bien compris l'enseignement lacanien, et notamment le réel lacanien, contrairement à Badiou, justement, parce que Badiou réfute la notion de pulsion de mort. Alors, il est très intelligent sur certains aspects. Badiou, quand il a parlé des meurtres de masse, là, et qu'il a mis en scène donc les subjectivités de l'époque et ce qu'il en était réellement, il faut reconnaître, c'est très très bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais par rapport à son système philosophique, justement, la subversion, elle n'est pas tellement de son côté, en fait. Même s'il est à la marge de la philosophie, elle est du côté de Žižek qui, lui, justement, en tant que pur hystérique, j'allais dire, il est capable de déployer le discours de l'analyste et de le vivre. Donc, mais quand vous le voyez, d'ailleurs, il est toujours parcouru de tics, de problèmes, et il le vit authentiquement et intensément. Et surtout, ce qu'il dit et écrit est un trésor pour nous, parce que sinon on serait vraiment... On n'a rien à quoi se raccrocher, hein, en ce moment. Quand vous voyez la faillite des discours et la chute des mots, vous vous rendez compte l'affaiblissement du vocabulaire, de la syntaxe de ces 20 dernières années? C'est catastrophique. Moi, je le vois, j'ai des étudiants. Enfin, j'ai été moi-même, à leur âge, autrement plus intéressé par ce qui se disait et ce qui était susceptible d'être appris par une expérience et avec un engagement authentique. Alors, il y en a toujours, hein, heureusement. Hein. J'ai toujours des étudiants qui me surprennent et qui me font... comment dire, remercier d'être encore enseignant, mais c'est pas la majorité, hein, loin de là, c'est quand même une petite minorité. Donc voilà, mais ça a toujours été comme ça, puisque même le premier tenant du discours de l'hystérique, c'est quand même Socrate, et Socrate, vous savez comment il a fini, hein. Prendre la parole, c'est quand même un exercice risqué et dangereux. Là, aujourd'hui, prendre la parole véritablement, c'est pas... Alors que, soi-disant, on est sous le règne de la liberté d'expression. C'est ça le plus drôle, c'est que c'est exactement comme dans Orwell, quoi. Tout a été inversé, hein. C'est la liberté, c'est l'esclavage, la guerre, c'est la paix. C'est exactement la même chose, quoi. Donc voilà.
Au début, en fait, on était plus. Enfin, c'était annoncé. Aujourd'hui, l'excellence un peu sur la différenciation sexuelle. Oui. Peut-être que moi, j'ai pas tout saisi. Oui, oui. Oui, oui. Alors oui, ça, on va revenir là-dessus, d'accord. Parce que, en fait, c'est vraiment un point théorique très important. S'il n'y a pas aujourd'hui d'acceptation de la différence sexuelle, c'est au profit d'une prétendue liberté plus grande. C'est-à-dire que on se croirait presque dans un épisode de South Park, là, c'est-à-dire qu'ils mettent des PC toilettes, c'est-à-dire des toilettes spécialement politically correctes, c'est-à-dire pour ceux qui ne peuvent pas se définir ou comme homme ou comme femme. Donc, a priori, tout ce discours-là part d'un bon sentiment. Mais comme on sait, il faut se méfier des bons sentiments. Le par-l'être vise toujours le bon, et par là, il arrive toujours au pire. Donc, dans le problème du déni de la différence sexuelle, en fait, il s'agit du déni d'un antagonisme fondamental. C'est-à-dire que nous vivons, depuis le début, aussi bien subjectivement que sur un plan collectif et même historique, un antagonisme. Il y a quelque chose qui ne va pas avec quelque chose d'autre. D'ailleurs, la définition du réel, c'est ce qui ne va pas. Et il y a différentes manières de recouvrir, de nier cet antagonisme-là. Si le réel lacanien m'intéresse à ce point, c'est parce que, indépendamment de ce que j'ai déjà exploré avec vous, c'est-à-dire comment j'ai pu passer de mon exercice graphique à mes propres 2 cures psychanalytiques, et comment je suis arrivé à trouver des convergences entre la recherche artistique et l'analyse. Lacan étant le seul à thématiser la schise, l'écart justement entre le regard et la vision. La différence sexuelle, c'est qu'il y a un antagonisme fondamental qui est tout le temps dénié. C'est pour ça que la différence sexuelle, elle correspond au plan subjectif à ce qui correspond à la lutte des classes sur le plan collectif. Si on lit attentivement Marx, il y a lutte des classes, mais il n'y a qu'une seule classe, c'est-à-dire la bourgeoisie. Il ne cite qu'une seule classe. Du point de vue de la différence sexuelle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on se situe par rapport à la différence sexuelle, il n'existe pas de point neutre à partir duquel on puisse se situer, puisque ce n'est pas quelque chose extérieur à nous-mêmes. Donc, c'est en tant que déjà sexué que je suis obligé de me situer par rapport à la différence sexuelle. Comme pour la lutte des classes, c'est appartenant forcément à la classe ou n'y appartenant pas que je me situe. Donc ce n'est pas quelque chose d'extérieur à soi-même. C'est là un des éléments du réel, et qui fait que l'impossibilité du réel lacanien, elle est interne. C'est ce qui permet de faire la différence entre la prohibition et l'interdiction. L'interdiction, comme sa forme même l'indique, interdit, ça veut dire que c'est dit entre. Tandis que la prohibition, c'est quand ce qui est dit entre est devenu quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que ça apaise la tension. On interdit, et du coup on apaise la tension de l'interdiction. Sinon l'interdiction, elle est dite entre. Et donc c'est quelque chose de très contraignant. De la même manière, dans le parallèle, d'ailleurs c'est pas vraiment un parallèle, mais c'est quelque chose de l'ordre vraiment d'une analogie, au sens ancien du terme, au sens aristotélicien. La différence sexuelle et la lutte des classes, ça procède vraiment de la même logique.
C'est-à-dire que pour pouvoir se situer dedans, il faut déjà appartenir à un camp. On ne peut pas dire je ne sais pas ce que je suis. C'est pas vrai. Si tu es né homme, même si il y a une différence entre le sexe et le genre, on ne peut pas gommer l'écart entre le sexe et le genre. On peut parler de genre, c'est ça la gender theory, mais le problème de la gender theory, c'est qu'après, elle évacue le sexe. C'est-à-dire que le sexe elle va être confondu avec le genre. Mais non, le sexe, c'est le réel. C'est-à-dire que sexe, ça veut dire couper. Donc il y a une coupure, là. On évacue la coupure. Et donc on vient colmater la coupure. Sur le plan collectif, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu te situes dans la lutte des classes, tu ne peux pas dire moi c'est quelque chose qui m'est extérieur. Non, puisque tu fais partie de la société. Ça c'est très important de relire Kafka aussi là-dessus, parce que Kafka c'est aussi un des auteurs les plus lumineux et les plus mal compris. Kafka lui dit, moi je fais partie de la société, je ne veux pas être considéré comme une victime, je fais partie de cette société, c'est de l'intérieur de cette société que je parle. Donc, de la même manière, dans la lutte des classes, tu te situes forcément déjà quelque part. Tu ne peux pas dire c'est quelque chose qui m'est extérieur. D'ailleurs, ça c'est déjà chez Hegel, c'est la substance et le sujet, c'est déjà ça. Parce que dans la lutte des classes, la manière dont la lutte des classes est abordée, c'est toujours quelque chose. J'ai vu ça aux Nuits debout, il parle de lutte des classes, etc. Mais c'est que du psittacisme, ça, c'est des mots décrochés de leur contexte et de leur connexion logique avec les autres mots avec qui ils entretiennent un commerce, pour le coup, qui est vraiment fertile pour le sujet. Puisque une conception organiciste de la société, c'est une conception où chaque partie de la société est à sa place. Donc il y a, par exemple, ceux qui sont les élites. Ça, par exemple, pour croire aux élites, déjà, même si on se dit de gauche, je sais pas quoi, révolutionnaire, si on croit aux élites, c'est qu'on ne l'est pas. Puisqu'il n'y a pas d'élite. Hein, les élites sont toujours autoproclamées. Donc, eux, ils se mettent dans une position où ils représenteraient, en gros, la tête par rapport aux ouvriers, aux employés, qui, eux, représenteraient les mains, etc. Et il y aurait une forme d'harmonie possible d'une société, parce que chacun serait à sa place. Mais ça, c'est purement idéologique. Ça n'a jamais eu lieu et ça n'existe pas. Puisque la société elle-même, dans cette optique-là, ça n'existe pas. C'est une pure construction idéologique. Ça, c'est ce qui amène à la fascisation de la société. C'est-à-dire que du moment que l'impossibilité de constituer une société, c'est la même chose que l'impossibilité du réel de la différence sexuelle, l'impossibilité de constituer une société, elle est dans l'interdit de cette société. Il y a quelque chose qui est dit entre. Donc, dès qu'on veut sortir de cette angoisse-là, de ce qui est dit entre dans la société, eh bien on va trouver un bouc émissaire. Donc c'est là où apparaissent les juifs comme bouc émissaire. C'est-à-dire si la société ne marche pas, c'est la faute aux juifs. Voilà. Ça, c'est le système nazi, il fonctionne comme ça. Au lieu de vivre sur l'interdit qui fait que si une société ne fonctionne pas, c'est ça la normalité, c'est que ça ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a pas de représentation de la société qui puisse aller dans le sens d'une métaphorisation. C'est qu'il y a de la discontinuité, donc du réel, et de l'interdit entre. Si on évacue l'interdit, on arrive à la prohibition, et donc on trouve un ennemi, c'est le juif. De la même manière, dans la différence sexuelle, à quoi ça aboutit, là, la négation de la différence sexuelle? C'est-à-dire que, soi-disant, il y a des identités différentes, multiples. Vous pouvez être, je sais pas quoi, avoir tel type de sexualité, etc. Mais ça, c'est du genre, c'est pas le sexe. Le sexe, c'est une coupure. Donc, en fait, la coupure, c'est là que réside l'antagonisme. Donc, ça veut dire que plus vous faites des multiplicités,
plus vous êtes dans la négation de l'antagonisme. C'est-à-dire vous déniez, c'est ça le désaveu de l'antagonisme fondamental. Donc apprendre à vivre avec le réel, c'est apprendre à vivre avec quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et c'est ça la normalité, ça ne va pas. Dès qu'on se transpose sur le plan subjectif ou sur le plan collectif dans une vision idéalisante de lisser toutes ces différences, etc., forcément, là, on va vers le pire. Donc on a déjà connu ça dans les années 40 avec l'empêcheur de tourner en rond idéal pour les nazis, qui étaient les juifs. Donc, et à partir de là, l'ennemi est stigmatisé, il est extérieur. Non, c'est déjà intérieur à nous-mêmes. Aussi bien la différence sexuelle, c'est-à-dire que je ne peux pas atteindre la femme en moi, en quelque sorte, comme la femme ne peut pas atteindre l'homme en elle-même, parce que c'est trop proche, quelque part. Et cet écart, on n'arrive pas à le faire jointer, c'est-à-dire que ce sont des niveaux qui ne s'accordent pas, qui ne trouvent pas de joint possible. Et c'est ça le réel, c'est cet écart-là, le réel. C'est qu'il y a un écart. Donc il n'est pas substantiel, le réel. Il n'y a pas de réel de la nature, ou je ne sais pas quoi. Dès qu'on parle de la nature, on médiatise déjà la nature avec les mots, donc on la culturalise, et donc c'est déjà une nature qui est dénaturée. La nature est toujours, a priori, dénaturée par nous, qui sommes nous-mêmes complètement colonisés par le langage. Ça, c'est la perception de ce qu'il en est du réel lacanien.